Madame, Monsieur, rebonjour. L'Europe est-elle ce machin loin des citoyens qui impose sans cesse de nouvelles règles, des réglementations tatillonnes et qui génère une caste de privilégiés? Ou bien est-ce la seule solution face à la mondialisation qui nous éloigne, nous, petits pays, des centres de décision? Que veulent en faire nos candidats députés européens? Comptent-ils pour du beurre dans cette grande Europe des 28? Comment vont-ils la rapprocher des citoyens qui ne la comprennent pas? Ce midi, pour débattre des enjeux européens, je reçois Guy Verhofstadt, Open VLD, candidat à la présidence de la Commission européenne, ainsi que les têtes de liste belges des 4 grands partis, soit Marie Arena, PS, Louis-Michel Emer, Philippe Lamberts, Écolo, Bonjour. et Claude Rollin, CDH. Bonjour. Tout à l'heure, ils seront rejoints par nos empêcheurs de débattre en rond. Sophie Haine, candidate d'une nouvelle liste, Stand Up for Europe, et 2 journalistes européens, Jean Quatremer de Libération et Yann-Anthony Noguès, correspondant de BFM TV et chroniqueur sur Bel RTL. Alors, Guy Verhofstadt, demain, vous allez peut-être remplacer José Manuel Barroso à la présidence de la Commission, donc le gouvernement européen, pour faire simple. Ouais. Hein. Vous avez dit que vous vouliez une autre Europe, une Europe fédérale, une Europe qui a plus de pouvoir, mais il y en a beaucoup qui n'en veulent pas de cette Europe-là. Alors, qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui disent bon, c'est pas à nous de payer pour les Grecs, pour les Portugais qui ont mal géré? Tout d'abord, moi je ne veux pas d'une Europe qui devient un super-État, ou d'une Europe bureaucratique, ou d'une Europe qui ne fait que des régulations. Ce que je veux, c'est utiliser l'Europe pour faire un saut en avant dans l'intégration européenne, comme dans le temps de Jacques Delors, et puis d'utiliser cela comme une machine, un moteur pour la croissance de nouveau. Parce que c'est ça qui manque en Europe pour le moment. Pendant 5 ans, on a connu la discipline budgétaire, c'était nécessaire naturellement pour remettre en ordre les finances publiques dans certains pays, mais ça ne suffit pas. Il faut une deuxième voie, et cette deuxième voie, c'est vraiment utiliser l'Europe, comme dans le temps de Delors, comme une sorte de moteur à la croissance. Et moteur à la croissance, ça ne veut pas dire faire des dettes, parce que ce n'est pas avec des dettes qu'on va sortir de la crise, ils sont à l'origine de cette crise d'aujourd'hui. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est unifier nos marchés des capitaux, unifier nos systèmes bancaires, l'union bancaire, unifier les secteurs au niveau digital, les marchés du digital. Tous les firmes au niveau digital ce sont des entreprises américaines, c'est Facebook, c'est Google, c'est Twitter. Pourquoi il n'y en a pas des européennes? Mais c'est faire un super-État, ça, quand même. C'est pas un super, c'est le contraire. C'est utiliser justement l'intégration du marché intérieur sur des domaines qui, pour le moment, ne sont pas intégrés. Prenez par exemple votre portable, vous venez tout près de la frontière française, eh bien, pour 15 km, ça ne va plus fonctionner. Donc, intégrer le télécom, l'énergie aussi, on peut en reparler. L'énergie qui est capitale, parce qu'on paye nos prix d'énergie beaucoup trop élevés, certainement comparés avec les Américains. Au niveau des capitaux aussi, au niveau des capitaux, il y a encore 28 marchés qui sont tout à fait différentes et qui font que les taux d'intérêt sont trop élevés pour nos petites et moyennes entreprises qui veulent investir. Voilà ce que je veux faire. Moi, je critique le fait que cette voie à la croissance n'a pas été ouverte par M. Barroso, et c'est pour cette raison-là que je veux le remplacer. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent bon, c'est pas à nous finalement de payer pour les Grecs, pour les Portugais, pour les Espagnols qui ont peut-être pas très bien géré les choses? Brièvement, qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là qui sont pas convaincus quand même par l'Europe? C'est pas à nous en effet de payer pour eux. La meilleure manière, c'est dans une certaine mesure mutualiser les dettes, faire de sorte que les taux d'intérêt baissent aussi en Portugal et en Grèce. Et ce sont alors les porteurs de titres qui vont payer cela, et plus les contribuables de pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Naturellement, l'erreur qui a été faite au début de la crise, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, c'était de donner l'impression en 2009 que la Grèce pouvait sortir et qu'on allait les pousser dehors du système de l'euro. Ça, c'était une erreur, parce que si on a une union monétaire, la chose à ne pas faire, c'est donner l'impression de
pousser quelqu'un hors du club. Ce qu'il fallait faire, c'est justement obliger les Grecs d'en finir avec leur système clientéliste qu'ils connaissent aujourd'hui. Et ce sont les deux, les démocrates chrétiens et néo-démocratie et le PASOK, c'est la même chose. Ils utilisent le même système clientéliste et c'est un marché qui n'est pas ouvert aux professions. C'est un système bancaire complètement étatisé. C'est ça qu'il fallait changer dès le début en Grèce, justement pour ne pas demander aux contribuables de payer la facture. Alors on va essayer d'être concret dans ce débat. J'ai lu un peu vos programmes européens. Alors tous veulent diminuer le chômage, rebooster l'économie, avoir une Europe plus solidaire. Bon, ça c'est un peu la théorie. En pratique, je demandais aux téléspectateurs aussi de réagir par rapport à ces enjeux européens. Et je voudrais vous lire ce mail d'un chauffeur routier qui nous dit ceci: j'ai signé un contrat comme chauffeur international, mais je ne roule qu'en Belgique. Le discours de mon patron, un bon chauffeur slovaque, je le garde, et un mauvais chauffeur slovaque, je le garde aussi, parce qu'un Slovaque en fin d'année, ça coûte bien moins cher que toi. Rares sont encore les Belges qui roulent à l'international. Ce travail est réservé aux gens de l'Est depuis le dernier agrandissement de cette triste et lamentable Europe. Il serait grand temps que nos politiciens commencent à aimer leur pays. Une réaction à ça, Marie-Arena, est-ce qu'il faut aimer son pays ou est-ce qu'il faut aimer l'Europe? Alors, c'est pas opposé. Du tout, et je voudrais un peu réagir par rapport à ce que Guy Verhofstadt vient de dire. L'intégration européenne, c'est bien entendu la croissance, bien sûr, mais c'est aussi du bien-être des travailleurs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'intégration, on met en concurrence ces travailleurs, des travailleurs qui n'ont pas les mêmes situations dans les différents États membres. Et donc, forcément, l'entreprise va favoriser le travailleur qui lui coûte le moins cher. C'est ce que nous avons aujourd'hui avec la directive détachement, c'est ce que nous voulons modifier en disant un travailleur qui travaille dans un pays doit respecter les conditions de ce pays, à la fois les conditions de salaire, bien entendu, mais également les conditions de cotisation. C'est-à-dire que quand une entreprise choisit un travailleur, c'est parce qu'il est compétent et pas parce qu'il lui coûte 2 euros de l'heure au lieu de 14 euros de l'heure. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc concrètement, voilà, concrètement, il faut modifier. À Carlo qui nous a envoyé ce concrètement, mail. je dis à Carlo, eh bien, nous devons travailler sur une directive qui date de 96, qui doit être corrigée pour dire s'il y a mobilité des travailleurs, chose que nous ne contestons pas, bien entendu. Il doit y avoir respect des conditions de ces travailleurs, respect du salaire et respect des cotisations sociales pour pouvoir protéger le travailleur d'ici, bien entendu, mais tous les travailleurs. C'est-à-dire que l'Europe, c'est quoi? C'est un marché de 500 millions de consommateurs. Si on brade les salaires de ces travailleurs et de ces consommateurs, l'Europe ne sera plus un marché parce que personne n'aura la possibilité de vivre et de consommer. Et donc l'intérêt de l'Europe, c'est aussi de préserver ces travailleurs, de préserver les salaires pour pouvoir avoir un réel marché et une réelle croissance qui a été évoquée par Guy tout à l'heure. Oui, Philippe Lambert, dans le secteur de la construction, ce sont 12 000 emplois qui ont été perdus en 2 ans. Dans le secteur de l'industrie technologique, 3 000 emplois perdus en 1 an à cause de ce dumping social. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arrêter l'hémorragie? En tout cas, la réponse à court terme, c'est de faire respecter les règles d'abord. Nous avons un certain nombre de règles que... Mais ça ne marche pas. Ah ben, ça, écoutez, si vous ne mettez pas de gendarmes pour vérifier que les règles sont appliquées, alors évidemment, les règles ne sont pas respectées. Donc vous voulez dire que ce sont les États qui doivent... Alors, les États et l'Europe. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment assurer le contrôle des travailleurs qui travaillent dans un autre pays que le leur, il vous faut une forme d'inspection sociale européenne. C'est-à-dire mettre en connexion les réseaux nationaux qui détiennent l'information sur les travailleurs, les mettre en connexion de manière à pouvoir vérifier que M. Tartampion, maçon bulgare, est bien en règle de sécurité sociale là-bas et surtout qu'ici, il travaille bien aux conditions de travail prévues par la loi en Belgique, salaire minimum, durée de travail, etc. Donc, si je vous suis bien, vous dites que ce n'est pas la faute à l'Europe, ce sont les États qui ne contrôlent attendez, laissez-moi pas terminer, assez, laissez-moi terminer. Ceci n'est qu'une réponse partielle parce qu'on reste dans un régime, et c'est là que je peux avoir un désaccord avec Guy Verhofstadt, où on met en compétition les régimes de protection sociale des États entre eux. On organise en fait la spirale vers le bas de tous les systèmes de protection sociale. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc tout ce qu'on a comme directive d'harmonisation, enfin pas d'harmonisation, mais sur le détachement des travailleurs, ce sont des mesures, je dirais, de pis-aller qui ne répondent pas au problème fondamental qui est cette compétition entre les systèmes sociaux et fiscaux des États membres. Et donc la seule réponse crédible à ça, la seule réponse crédible à ça, c'est de mettre en branle l'harmonisation à la fois sur le plan social et sur le plan fiscal, parce que les deux choses vont de pair, c'est-à-dire commencer par fixer des niveaux minima de couverture sociale, de salaire dans les différents États membres et de les faire graduellement converger par le haut. Mais ça doit s'organiser. Si on le laisse au marché, c'est la compétition. Ouais, mais le salaire, il faut l'organiser. Il sera toujours plus bas en Roumanie
Roumanie le salaire horaire que Ah, mais les choses en évoluent. Belgique, non? Regardez. La croissance la plus élevée pour le moment en Europe, c'est en Roumanie pour le moment. Ouais. Il y a Ouais, plus de Roumains, il y a plus de Roumains qui retournent en Roumanie qu'ils vont travailler quelque part d'autre en Europe. Ça a inversé. Mais ceci dit, ce qu'il faut surtout, c'est ce qu'on appelle une cour de convergence, parce que tout harmoniser, ça il ne faut pas faire. Moi, je ne veux pas que tous les systèmes de pension soient les mêmes. Moi, je ne veux pas le système de pension des Espagnols ou des Italiens. J'aime mieux le nôtre ou celui des Pays-Bas. Même celui de l'Allemagne n'est pas un bon système de pension. Ce qu'il faut faire, c'est de la convergence. C'est donc un minimum social qu'il faut introduire, et ce minimum social doit être appliqué dans tous les pays. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est une première chose à faire. Deuxième chose à faire, on peut faire aussi des choses au niveau européen. L'Europe peut aider. L'Europe peut dire, voilà, quand il y a la mobilité des travailleurs, là, il y a un minimum qui est garanti au niveau européen, justement pour éviter qu'il y ait de l'abus des systèmes de sécurité sociale. Ceci dit, je dois vous dire que Maggie de Bloch est responsable pour que cette politique, à l'intérieur de ce pays, pour la première fois, applique les règles. C'est-à-dire que la sécurité sociale, par des gens qui viennent des autres pays de l'Union européenne et qui abusent du système, sont renvoyés. Ouais, vous trouvez que c'est bien, ça? Ce sont les Européens Non, je m'excuse. Je m'excuse. Ils peuvent rester, mais ils ne peuvent plus utiliser les systèmes de sécurité sociale parce qu'ils n'ont pas fait aucun effort justement pour trouver un place de travail. En tout, depuis 2011, pour la première fois, on l'applique, il y a 7 000, 8 000 qui ont été touchés par cette règle-là. Mais c'est la normalité qu'elle applique, hein, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Claude Rollin, votre avis peut-être là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont ces Européens qu'on renvoie chez eux, qui sont en Belgique, des Italiens, des Français, simplement en disant qu'ils constituent une charge sociale trop lourde pour le pays, alors qu'on parle de solidarité européenne. Clairement, quel que soit le type de fraude, on ne peut pas accepter les fraudes. Et clairement aussi, on doit mettre en place des dispositifs qui empêchent les fraudes et qui empêchent ce qui fait mal aujourd'hui à l'Europe. C'est cette course sans arrêt au moins 10 ans fiscal, au moins 10 ans environnemental, au moins 10 ans social. En résumé, c'est faire quoi? C'est chaque État essaye de se faire concurrence, d'être plus compétitif que l'autre en baissant son niveau. Il gagne un certain temps, pendant quelques mois, pendant quelques années. Il est peut-être plus compétitif, entre guillemets. Il faut encore se mettre d'accord sur ce que veut dire compétitivité. Mais très vite, les autres États font la même chose. Mais ensemble, nous baissons nos normes, nous baissons nos moyens au niveau européen. Vous ne répondez pas à ma question. C'est pas acceptable. Si. Sur les Européens qu'on renvoie en Italie, en France. Les Européens qui ne respectent pas les règles européennes doivent être sanctionnés, au même titre que les entreprises européennes qui ne respectent pas les règles européennes doivent être sanctionnées. Mais je reviens sur l'élément de contrôle parce qu'il me paraît être un élément essentiel en termes de contrôle. On peut avoir, et on doit renforcer la directive de détachement de façon importante, mais on peut avoir les meilleures règles que l'on veut. Effectivement, si on ne met pas de gendarmes, si on ne met pas de policiers sur la route, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Si demain on décide que sur les autoroutes belges, on ne peut rouler qu'à 100 à l'heure et qu'il n'y a pas de radar et qu'il n'y a pas de contrôle, eh bien, effectivement, personne ne baissera la vitesse. Et c'est la même chose en matière sociale. Il faut vraiment combattre cela avec la création d'un Europol social et la mise encore, donc qui traiterait les matières sur l'ordre particulièrement européen, parce que cette problématique a aussi un aspect européen, mais qui mettrait en interconnexion les différents services sociaux, plus vérifier, et on a des problèmes dans certains pays, la qualité du travail des services sociaux. C'est pas un machin en plus, qu'on va inventer, un organisme de contrôle européen, alors qu'on n'est pas capable d'appliquer les lois en Belgique? Non, je ne crois pas que c'est un machin en plus. Je ne vois pas comment on peut régler la question du contrôle de ces travailleurs autrement que par une instance qui travaille au niveau européen. On peut d'ailleurs imaginer une carte magnétique pour le travailleur qui sera assez facile à mettre en œuvre. Et tant qu'on ne fait pas ça, on va avoir évidemment de la fraude et on va avoir des dérapages. Ceci dit, plus fondamentalement, ce que je crois, c'est qu'il va quand même falloir travailler, comme le disait Marie, sur la directive. Parce que aujourd'hui, ça ne se sait sans doute pas, mais il y a quand même 23 pays sur 28 où il y a un salaire minimum. Mais le salaire minimum est tellement bas, évidemment. Oui. Par exemple, je crois qu'il y a un pays, je ne saurais plus dire lequel, mais où c'est 200 € par mois. Le Portugal, c'est 500 € par mois. Il est évident que le décalage est tel que ça reste évidemment juteux pour ceux qui trichent, bien entendu. Ouais, et salaire minimum ou pas, il n'en demeure pas moins qu'il y a des ouvriers portugais ici qui sont payés 3 € de l'heure. Oui, mais ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est illégal. C'est ça qui d'abord, c'est illégal. Et c'est inacceptable moralement. Et donc, il faut absolument qu'on travaille dans le court terme pour faire un contrôle au niveau européen, pour éviter que ce soit les États qui sont jugés partis qui fassent ce contrôle, donc ils ne le feront pas. Et donc il faut une instance, on appelle ça comme on veut, qui travaille au niveau européen.
Et je crois quand même qu'il faut que nous engagions, et le Parlement peut le faire, et un président de la Commission peut indiscutablement utiliser son pouvoir d'initiative pour venir avec ça devant le Conseil. Il faut revoir cette directive qui, manifestement, a ouvert la porte à plein d'abus et à des choses assez scandaleuses. On vient de la revoir. On a adopté la nouvelle version de la directive lors de la dernière session plénière en donnant plus de pouvoir de contrôle aux États membres. Mais en effet, c'est toujours une bataille parce qu'il y a une réticence de la part des autorités européennes, en l'occurrence de la Commission, de permettre aux États membres de recourir à des moyens de contrôle suffisamment intrusifs que pour détecter, par exemple, les faux indépendants. Donc, la révision que nous avons adoptée présente des avancées dans ce domaine-là, mais ça reste insuffisant. Donc, en effet, il faudra la remettre sur le métier, mais il ne faut pas sous-estimer la résistance d'un certain nombre d'États membres et de la Commission européenne à véritablement permettre un contrôle au motif qu'un contrôle trop important... de la Commission européenne? Eh bien, parce que si on a des contrôles trop importants, la Commission estime que ce sont des entraves à la libre circulation des travailleurs. Autrement dit, le respect de la loi serait une entrave à la libre circulation des travailleurs. Ce n'est pas parce qu'on met des gendarmes le long des routes qu'on empêche les gens de circuler sur nos routes. Et donc là, il faut respecter. Et qui enfreint la loi est exposé à une sanction. La plus grosse réserve quand même, la plus grosse réticence viendra quand même de certains États membres. Bien sûr. Qui évidemment tablent là-dessus pour exercer une concurrence déloyale, tout simplement. Et donc ça va être difficile, évidemment, d'unifier une position. Moi, lorsque j'étais commissaire, je me rappelle très bien, on a essayé d'introduire et de faire avancer l'horaire minimum qu'un employeur pouvait demander à son employé. 48 heures, hein, c'était donc, on ne peut pas dire que c'était quand même pas terrifiant comme réforme. Ça n'avançait pas, parce que les États membres le refusaient, tout simplement. Oui, mais justement, la réponse au mail que vous avez reçu, parce que c'était le mail que vous avez reçu qui était à la base de ce premier parti du débat, c'est pas moins d'Europe. C'est justement parce qu'on donnait l'impression dans le mail, voilà, il faut revenir avec ses compétences au niveau national. C'est pas exact, c'est justement au niveau européen qu'il faut prendre la bonne initiative dans les années à venir. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Louis Michel, qui dit qu'il a fallu tellement de temps pour avoir un accord. Bon, c'est cette paralysie quand même souvent de l'Europe qui fait que les gens ne la comprennent pas, ne l'aiment pas. Non, ça a beaucoup à faire naturellement avec le leadership, donc celui à la tête de la Commission aujourd'hui. C'est ça. Donc, vous voulez dire quand vous serez à la tête de la Commission? Non, et je ne le dis pas parce que je suis candidat. Je l'ai dit directement à lui, à M. Barroso, pas une fois, mais 10 fois dans chaque débat. Il y a d'autres ici autour de la table qui ont fait la même chose, en lui demandant d'utiliser son droit d'initiative. Il ne l'a pas assez fait. C'est la seule instance européenne qui a le droit d'initiative. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas même le Conseil européen qui peut le faire. Lui, il peut le faire. Sur la gouvernance économique, un exemple. Il a fait un document, selon moi, excellent, avec des bonnes idées dedans. Il n'a jamais transmis ça dans un projet, dans un texte législatif au Parlement ni au Conseil. Et donc, on n'a encore pas de système de gouvernance Vous dites qu'il économique. n'a pas envie que ça bouge, quoi. Il ne fait rien pour que ça bouge. Je vais vous dire ce qui se passe. Il téléphone d'abord à Paris, puis à Berlin. Non, c'est l'inverse, je m'excuse. Vous avez raison. À Berlin, puis à Paris. Et s'il n'a pas le feu vert de ces deux-là, il ne fait rien. Et moi, je dis, il faut revenir à la méthode de Delors. La méthode de Delors, c'était, il préparait un paquet dont il est convaincu, il le mettait sur la table du Conseil et du Parlement, et puis il commençait naturellement une discussion. La méthode de Delors, c'était aussi, avant de faire ça, de faire du confessionnal. Il faisait un travail qui était un travail relativement confidentiel, mais il faisait un travail colossal pour aller convaincre chaque État et tous les acteurs de chaque État pour finalement être capable... ne sort pas du confessionnal, c'est ça le problème. Pourtant, en fait, la Commission n'a que deux grandes fonctions. C'est en fait le pouvoir n'a que deux grands moyens. C'est le pouvoir d'initiative et elle est gardienne des traités. Voilà. Ce sont les deux grandes fonctions de la Commission. Il y a un autre élément que je voudrais quand même ajouter, c'est que la manière dont sont réparties les compétences à l'intérieur de la Commission pose problème. Il y a un morcellement de compétences qui font qu'il n'y a plus aucune politique économique, financière, dans ce qu'on appellerait, nous, les matières personnalisables, politique étrangère. Il n'y a plus rien qui peut se faire de façon cohérente. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé depuis combien de temps de travailler au moins par pilier, d'avoir 5 ou 6 grands piliers, avec peut-être à la tête de chaque pilier un vice-président de la Commission, ce qui attirera aussi des poids lourds politiques et ce qui politisera beaucoup plus la Commission. Moi, j'ai eu l'expérience de la Commission, je dois vous dire, pour un politique, pour quelqu'un qui aime la politique et qui porte, dans le fond, ce que les gens quelque part, attendent,
cette commission fonctionne à cause de tout ça, d'ailleurs, de manière extrêmement bureaucratique elle-même. On n'a pas de vrai débat politique, on n'a pas de vrais affrontements politiques dans la commission. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Et c'est peut-être aussi dû au fait que la commission n'attire plus suffisamment de formats politiques en son sein. Je crois ça, vraiment. Allez, Alors, on peut rêver d'une commission à 10 ou à 12 ou à 15, mais ça, on n'y arrivera pas tout de suite. En attendant, on peut travailler par piliers. Il y a un élément sur lequel je Oui, voulais Claude venir Rollin. par rapport à l'intervention du téléspectateur. Ouais. Et c'est vrai que dans la population, beaucoup nous disent que l'Europe occupe trop de pouvoir et qu'il n'y a plus assez d'espace de pouvoir, de souveraineté au niveau des États. Ouais. Mais dans les faits, dans un monde qui est, on peut le regretter, mais c'est la réalité, qui est globalisée, dans une économie mondialisée, si nous voulons avoir encore un espace de souveraineté, il n'y a qu'au niveau européen que nous voulons l'avoir. Seul comme pays, nous perdrons toute capacité de souveraineté. Dans quelques années, ni la France, ni l'Allemagne ne seront encore à l'entour de la table du G7. Nous n'existerons pas plus. La seule façon, si nous voulons exister, c'est d'avoir plus d'Europe, certainement mieux d'Europe, mais il faut renforcer l'aspect européen. On avance et on va parler de cette austérité qui est, depuis quelques années, un peu la marque de fabrique de l'Europe. En janvier 2012, Paul Magnette avait tiré à boulet rouge sur la commission ultralibérale qui prépare 15 ans de récession pour l'Europe. C'est ce qu'il avait dit. Marie-Arena, vous êtes d'accord avec ce propos? Alors, Paul Magnette a dit clairement que c'était les politiques qui étaient menées par la Commission qui posaient difficulté, non pas les institutions en tant que telles. Oui. Je pense qu'il faut bien faire la différence. Ce sont les politiques qui sont menées, des décisions politiques Enfin, qui c'est un peu disent... pareil, hein, non, quand c'est même. pas pareil, pas du bon tout. Parce que vous pouvez dire, par exemple, en Belgique, vous êtes contre la politique belge, c'est pas pour autant que vous jetez la Belgique. Et donc, vous dites, je suis contre les politiques qui sont menées, qui sont des politiques d'austérité et qui ne veillent pas à travailler sur la relance. Je donne toujours l'exemple, quand il y a un ouragan, une tempête qui ramasse votre toit, eh bien la première chose que vous devez faire, c'est reconstruire un toit. Ce n'est pas d'attendre qu'il pleuve dans la maison. Eh bien aujourd'hui, les politiques d'austérité, c'est un peu ça. Le toit s'est évacué et on dit, plutôt que de reconstruire le toit, eh bien vous allez laisser pleuvoir dedans parce que vous ne pouvez plus dépenser à l'intérieur de l'Europe pour aller vers des politiques de relance. Alors il faut à nouveau dépenser? Alors non, alors on s'est dit, vous savez, en Belgique, on avait une dette dans les années 70. Non, en Belgique, on avait une dette dans les années 70. Qui dit si. Il faut Non, dépenser. non. Est-ce que je peux... Je crois que Mme Arena veut qu'on dépense plus. Non, mais Louis on sait Michel. pas. Vous savez, tout à l'heure, il y a Guy Verhofstadt qui a dit c'est la crise de la dette souveraine qu'on est en train de payer. Il a oublié une phase qui était une phase avant la crise de la dette souveraine, c'était la crise des banques qui nous ont mis dans la problématique. Avec certains pays qui étaient des pays défaillants, certainement, mais c'est parce qu'on a des économies qui sont extrêmement liées. Mais le départ de la crise, ce sont les banques. Et donc je pense qu'il faut donner la possibilité aux États membres. Vous savez, la Belgique, elle avait une dette qui était à 130% dans les années 70. Il nous a fallu 40 ans pour arriver à une dette qui est revenue, et d'ailleurs Guy Verhofstadt y a travaillé comme Premier ministre, qui est revenue à 84%. De 84%, on est reparti à 100% parce qu'on a dû faire face à cette crise. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas de dire il faut continuer à dépenser plus, c'est de se donner le temps de se mettre en règle. Quand on dit aux États membres, vous avez 3 ans pour vous mettre en règle, alors qu'on dit aux banques, vous avez 10 ans pour vous mettre en règle, ce n'est pas juste. Et donc, il faut donner le même temps aux États membres pour recommencer à relancer la relance qu'on l'a donné aux banques. Les banques ont eu le temps de se mettre en règle, peut-être un peu trop d'ailleurs. Donc il faut laisser du temps. Voilà. Il faut donner du temps avec des politiques de convergence. Mais qui donc sont des on a politiques. Je trouve c'est qu'on a été trop tôt trop pour relancer des grands travaux. On a été trop brutal. Non, justement, je dis vrai. l'inverse. On a été trop brutal par rapport à certains États. Et je pense qu'au contraire, plutôt que de venir casser les structures qui sont les structures de piliers aujourd'hui de l'État, eh bien, il faut au contraire leur donner la possibilité de faire face aux besoins auxquels ils sont confrontés actuellement. Diminuer les dépenses d'enseignement, par exemple, eh bien, on payera la facture dans 10 ans. C'est ça. Là-dessus, Vous êtes d'accord? Oui, évidemment mais qu'on est d'accord vous n'aviez pas l'air Il faut d'être le faire. d'accord On est sur d'accord. l'analyse de Marie Arena. Il faut dire, sur l'origine de la crise, dans certains pays, c'est vrai, c'est les banques. Par exemple, l'Irlande, exemple clair. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ni en Grèce, ni en Italie, ni au Portugal. Ça, c'est les mauvaises politiques qui ont été menées par les gouvernements. Et pas seulement avec des gouvernements de gauche. M. Berlusconi en Italie, on sait quelque chose. Ça, c'est la première chose. Alors, la solution pour ça, est-ce que c'est de nouveau faire des dettes? Non, ce n'est pas la solution. Donner plus de temps, je ne le ferai pas parce qu'on connaît. La France l'a demandé en 2003-2004. L'Allemagne l'a demandé. Non, ils ont pris cette liberté en 2003-2004 et ça a été la catastrophe.
Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir une deuxième piste, justement, pour émettre et rassembler de l'argent dans le secteur privé pour faire ces grands travaux. C'est au niveau européen. Ce n'est pas les États individuellement qui ont encore la possibilité de faire de la dette supplémentaire. Oublie-le, ça ne va pas. Ce qu'il faut faire, c'est au niveau européen, rassembler l'argent, le faire en commun, justement pour avoir une liquidité plus grande, des taux d'intérêt. Il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est plein de l'argent. Mais c'est l'argent de l'épargne Le dont vous parlez. problème, c'est que nous avons 28 marchés différents pour le moment. Ouais. Manque de liquidité. Des taux d'intérêt trop élevés. Si je compare ça... Est-ce que vous voulez bien répondre concrètement? Concrètement, ça veut dire que moi, je veux émettre des obligations. D'accord. Dans le secteur privé, dans le secteur privé, qui n'est pas la dette, parce qu'il va y avoir un retour. Monsieur Lambert, il va y avoir le retour. Je sais que vous ne pouvez pas faire... Non, je m'excuse. Il y a une grande différence entre une dette qui est émise par un État, dans laquelle il faut demander des taxes aux citoyens pour la couvrir. Je ne le veux pas. Ou dans le secteur privé, émettre des obligations sur le marché privé qui vont être payées, dont les... Interrompez pas. Ils vont être payés, dont les intérêts vont être payés par le retour des infrastructures. Quand moi je parle d'infrastructures dans les transports, vous ne pensez pas que quand l'État investit, ça dans peut produire l'Internet, aussi? l'infrastructure dans l'énergie, c'est ça qu'il nous faut. On n'a pas pour le moment. On n'a même pas la possibilité d'avoir une communauté énergétique tout à fait autonome au niveau européen parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Allez, on a bien compris. Oui, Claude Rollin, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord sur la partie relance et investissement. Je suis tout à fait d'accord, c'est une proposition que nous faisons, qu'il faut pouvoir émettre des obligations européennes pour capter l'argent qui existe et le réinjecter dans les circuits économiques sur des projets qui soient des projets structurants, des projets d'avenir, d'économie durable. On a des grands besoins en termes, par exemple, de politique industrielle, en termes de soutien à l'activité des petites et moyennes entreprises. Mais pour faire ça, il faut aussi, quand on fait l'analyse des dettes et quand on fait le contrôle des dettes, et je ne suis pas pour augmenter les dettes parce qu'on sait très bien qu'il faudra un jour les payer, mais il faut faire une grande différence entre des dettes de consommation et des dettes d'investissement. Quand moi je fais une dette, même personnelle, pour des dépenses de loisirs, eh bien c'est une dette qui est négative. Par contre, quand je m'endette pour construire ma maison, c'est une dette qui est porteuse d'avenir et donc qui est quelque chose de positif. Et donc c'est essentiel de faire cette différence dans l'ensemble des mécanismes de gouvernance économique. Philippe Lambert, fondamentalement aujourd'hui, en effet, l'Europe est un continent riche. Le patrimoine des Européens, c'est 60 000 milliards d'euros. Il sait que pour 1 euro qui est investi, enfin qui circule dans l'économie réelle, vous avez 11 euros qui circulent dans une économie tout à fait immatérielle qu'on appelle le casino. Si vous voulez rééquilibrer les choses. Le casino, c'est l'économie spéculative. Ce sont les marchés financiers qui spéculent et qui spéculent encore. Les banques centrales américaines, britanniques ont injecter des liquidités colossales dans l'économie, dont on n'a pas vu la couleur dans l'économie réelle, et qui alimentent des bulles immobilières à Londres, qui alimentent des bulles spéculatives sur les actions, etc. Et donc, mais évidemment, et donc, si vous dites par exemple, nous scindons les banques d'affaires et les banques de détail, eh bien, toutes les banques qui collectent l'épargne n'auront d'autre choix que d'investir cette épargne dans l'économie réelle. Elles ne pourront plus aller jouer avec cette épargne au casino. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Quand de l'épargne belge est collectée par BNP Paribas, eh bien, une partie de cette épargne se retrouve dans les activités de marché financier de BNP Paribas. Deutsche Bank, c'est pire encore. Pour 2 euros qu'ils investissent dans l'économie réelle, il y a 8 euros qui sont investis, 8 euros qui sont investis dans le casino. Et si vous ne scindez pas de manière drastique les banques de détail des banques d'affaires, vous continuerez à gaspiller des ressources financières colossales pour jouer au casino au profit de qui? De 1% de la population. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Là-dessus, vous êtes tous d'accord? Ils le disent, et on le fait pas. Et on le fait pas. Au niveau européen, bien sûr. Ici, on n'a pas pris une initiative sérieuse, justement pour capter. Les project bonds, je vais prononcer le mot anglais, c'est le monstre de Loch Ness, je dirais, de l'Union européenne. On ne l'a jamais lancé. C'est quoi, en 2 mots? Oui, en 2 mots, c'était capter de l'argent privé, justement, pour des grands projets. Et la proposition était de combien? 200 millions ou quelque chose. 200 millions d'euros. Donc, on allait relancer l'économie. Oui. Il faut quelque chose de tout à fait différent. Il faut créer un instrument, ensemble avec la Banque centrale européenne, avec la Commission européenne, avec la Banque d'investissement européenne, justement pour émettre ces fonds et émettre ces obligations. Et le prévoir qu'il va y avoir un retour.
Parce que ça ne peut pas être le budget européen qui est trop petit, ni les budgets déjà en difficulté des États membres qui peuvent couvrir les intérêts à payer. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est une énorme, gigantesque instrument qu'il faut créer le plus vite possible. Parce que si on ne le fait pas, on ne va jamais sortir de la crise Alors, en si je vous Europe. comprends bien, attendez, si je vous comprends bien, vous êtes tous maintenant pour la relance, l'austérité. C'est fini, j'allais vous donner la parole, Claude. Non, les Voilà. deux, j'en ai Vous dit. allez rentrer dans le groupe La responsabilité. du PPE qui a toujours prôné l'austérité. Qu'est-ce que vous allez faire là? En tous les cas, prenez autre chose que l'austérité, parce que je suis effectivement convaincu, et nous sommes convaincus au CDH, que le moment aujourd'hui est en urgence de mettre en place un réel plan d'investissement sur la relance Vous économique. n'allez pas être un peu et que- seul? Je ne serai pas seul parce que d'autres personnes sont du même avis au sein du PPE. Et si je regarde par exemple quelqu'un comme Jean-Claude Juncker ou comme quelqu'un comme M. Barnier, eh bien effectivement nous partageons des mêmes visions en la matière. Alors, Berlusconi, c'est fini et j'espère qu'il ne reviendra plus jamais. Allez, on Il va clôture vous cette partie apporter du quand débat. même 15 sièges au Parlement. Et j'invite Jean Quatremer, Yann Anthony Noguès et Sophie Haine à nous rejoindre pour la moulinette européenne. Sophie Haine, vous êtes la petite nouvelle dans ce débat européen, tête de liste de Stand Up for Europe, une liste dont tous les candidats ont moins de 35 ans et qui prône un vrai gouvernement européen. Et vous, à la place des gouvernements nationaux, si j'ai bien compris, c'est ça votre différence avec Guy Verhofstadt. J'ai lu que vous disiez qu'ils étaient... J'ai fondé Vous avez donné l'organisation le titre, vous avez donné le nom. Mais j'ai lu que vous aviez dit que tous ces députés européens étaient trop mous. Oui, Quand vous les entendez, vous pensez toujours la même chose? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de professions de foi, donc il y a beaucoup de vœux pieux. Quand les citoyens, quand les téléspectateurs aussi entendent les politiques qui s'expriment sur l'Europe, ils ont l'impression qu'en effet tout le monde est d'accord. Hein. Plus de fédéralisme, plus de relance, même une harmonisation sociale, etc. Le problème, c'est que ça fait quand même longtemps que la plupart d'entre vous êtes au pouvoir et tout ça, on ne voit pas encore advenir, non. Et donc nous, dans Stand Up, l'idée, c'est justement de pousser vraiment, à la fois d'avoir un travail, une activité de pression en tant que mouvement, mais aussi de prendre part éventuellement aux responsabilités pour mettre en œuvre cette Europe fédérale dont on dit tous qu'on en a besoin aujourd'hui, qu'elle est absolument indispensable. J'ai entendu parler de souveraineté, d'Europe sociale, peu de gens ont parlé de démocratisation des institutions. Or, c'est absolument fondamental. Plus de souveraineté européenne, il y a du boulot, mais plus de souveraineté européenne, c'est bien, mais c'est pas démocratique. C'est ça, peut-être. Vous leur demandez ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Mais Louis c'est un Michel, petit ça fait peu 10 ça. ans, vous, que vous êtes à l'Europe, hein? Oui, mais ce que je regrette un peu, c'est que c'est un discours, évidemment, qui me plaît beaucoup, mais c'est un discours incantatoire. Parce que pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes, comme on dit, quand on est en démocratie, il faut bien passer par la voie parlementaire, par la voie des majorités, à la fois au sein du Conseil européen, on y a tous les deux siégé, aussi au niveau de la Commission, au niveau du Parlement européen. Vous n'allez pas avoir raison tout seul. Et c'est évidemment rafraîchissant de venir tenir un discours entraînant, et je dois dire que vous le dites très bien, mais d'une certaine manière, en faisant ce que vous faites, c'est-à-dire en présentant, et je ne vous conteste évidemment pas le droit, je trouve ça très bien, mais en présentant une liste qui, dans le fond, veut capter les fédéralistes, vous allez simplement jouer, à mon avis, vous allez simplement aider les eurosceptiques. C'est ça que vous allez faire. Parce que vous allez peut-être prendre des voix dans nos partis, qui sommes tous, globalement, très fédéralistes, et donc nous affaiblir. C'est tout ce que je veux dire. Oui, Yann Anthony Noguès. Oui, en Belgique. Ils sont où les eurosceptiques? Pas autour du plateau. Ah ouais, en France, mais pas autour du plateau. En France, vous avez 24% pour le Front National. Vous regardez aux Pays-Bas, vous regardez au Royaume-Uni, vous regardez en Italie, vous regardez en Hongrie, à travers toute l'Europe. Un quart, Dominique, du prochain Parlement européen pourrait être eurosceptique. Ici, personne autour de la table. Sophie Haine, elle est carrément eurofédéraliste. Non, Stand up for the United States of Europe. Non, mais ce qui est une Et à bonne chose. Bruxelles, il y a quand même des listes eurosceptiques. Il y a la liste... le NVA, c'est plutôt le Le NVA, c'est confédéralisme très du modéré, européen. hein. Je dois Ouais. vous dire, je ne comprends pas du tout. Moi, je pense que le Conseil européen, c'était le confédéralisme. Donc, ce qui ne marche pas en Europe, c'est le confédéralisme. Mais soit, ça, c'est un petit détail. Mais le Vlaams Belang, par exemple, j'ai été dans un débat où il demandait le retour du franc belge. J'ai dit, c'est quand même incroyable, le Vlaams Belang qui demande le retour du franc belge. Enfin, des eurosceptiques, il y en a quand même relativement peu en Belgique. Bon, c'est quand même important. Mais Ouais. ce qui est intéressant, Oui. juste Dominique, parce qu'on a pris quelques notes, on a été... J'espère que vous avez suivi avec attention. Avec Jean et Sophie à côté. Les premières thématiques du débat,
C'était écrit pendant 10-20 minutes à chaque fois sur l'écran. L'Europe tue nos emplois. Deuxième thématique, l'Europe, c'est l'austérité. C'est de la Il manque plus que l'Europe, provocation, c'est hein. la pluie et les corps aux pieds. Et c'est la totale. C'est de la Alors, c'est quoi provocation. Mais d'un autre côté, il n'y a pas vraiment eu de proposition emballante. Il n'y a pas de vision qu'on ait entendue. Mais non, mais c'est quoi Alors qu'est-ce que vous sociale et dites aux fiscale, gens c'est pas une proposition emballante. En termes de proposition, et c'est vrai, il faut répondre à cette question de l'emploi, il faut répondre à cette question d'une autre politique de l'austérité. Mais quand nous disons, et quand nous disons notamment au CDH, mais il n'y a pas que le CDH, d'autres ici le disent, que ce qu'il faut maintenant, c'est passer à une étape de relance, où on relance en captant les moyens financiers, pour les mettre dans l'économie réelle, sur des choses qui sont intelligentes, qui sont du développement durable, qui sont des projets notamment de technologie de pointe, comme les nanotechnologies, etc. Je pense que c'est quelque chose d'ambitieux qui peut effectivement réconcilier le citoyen européen avec le projet Non, pour européen. autant qu'il- C'est vraiment qu'il- un enjeu essentiel. Il envoie les effets. Hein. Marie-Arena, Moi, je trouve qu'il y a vraiment une critique qui est une critique réelle auprès de la population et on la vit, on la rencontre. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une économie mondialisée où l'approche nationale ou régionale ne peut pas apporter de solution et où l'approche européenne ne l'a pas encore apporté. Est-ce que pour autant, il faut dire que l'Europe ne peut pas y répondre? Non. Alors nous, on dit, on peut être eurocritique, mais on ne peut pas être eurosceptique parce que la solution, c'est l'Europe. Et donc, c'est de dire, oui, vous avez raison, citoyens. Aujourd'hui, le national ou la région n'a pas pu apporter. L'Europe n'a pas encore été correctement constituée pour le faire, mais c'est là que vous devez aller, c'est là que vous devez vous intéresser, c'est là que vous devez aller mettre vos voix. Et c'est tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui, non pas en démolissant l'Europe, mais en disant c'est le lieu où vous avez le pouvoir de le faire aujourd'hui. Si je peux me permettre là-dessus, le problème c'est que ce discours-là n'est absolument pas crédible. Quand vous qui le il vient dites. de la part des dites. des partis dominants, parce qu'il y a une sorte de schizophrénie C'est et vous qui le dites. d'illusion ou de mensonge politique à prétendre qu'on est soit un politique national, soit un politique européen, alors qu'en général on est les deux ou dans les trois instances européennes en même temps à travers les partis. Et c'est ça qui complexifie aussi le débat au niveau européen. Je pense que en tant que mouvement extérieur, en tant que mouvement, donc dans Stand Up, nous on ose dire des vérités. Du type, si on n'a pas une véritable dit aussi. démocratie européenne, non, parce que vous parliez de démocratie. Pour moi, le Parlement européen n'est pas démocratique. Le Parlement Parlement n'a pas de européen, pouvoir oui, mais c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave. Non, mais Le président de la Commission ne va pas être élu Non, au suffrage non, universel. ce que- Nous demandons dans Stand Up que Oui. le président de la Commission européenne soit Mais élu. nous aussi, Enfin, il y a- on demande il y a eu ça. des Pas que évolutions nous, quand même en la nous aussi, matière. on demande ça. Allez, pas tous en même temps. Philippe Lambert, ça a demandé la parole il y a un moment. À la fois, je partage en tout cas une des vues de Sophie Haine, qui est qu'il est parfois difficile d'entendre les représentants des plus grandes familles politiques, socialistes, chrétiennes, démocrates et libérales, plaider avec cœur et conviction, et je ne discute pas ça, pour une autre Europe. Je suis désolé, ces trois familles politiques sont au pouvoir en Europe depuis des décennies. S'ils voulaient une autre Europe, je pense qu'on l'aurait déjà vu. Alors, Et donc c'est c'est vrai que vrai. je partage Ah bon, les familles politiques que vous représentez. Je suis désolé. Olli Rehn, La mais réalité est un peu différente. Monsieur Et ne Verhofstadt, critiquez Monsieur pas- Verhofstadt, non, Monsieur Verhofstadt, non, Olli il Rehn faut rester incarne sérieux. C'est peut-être difficile, le père mais- fouettard de Je l'autorité. m'excuse. Je suis désolé. m'excuse. Et c'est un Monsieur- libéral. C'est un libéral. Je vais vous répondre. C'est un Je vais vous Laissez-moi terminer. répondre. Monsieur Verhofstadt, Rehn est un monsieur- libéral qui applique les règles. Bien sûr, Heureusement, bien il sûr. y a un dans Bien l'Union sûr. européenne qui applique les Bien règles. sûr. Parce Bien. que si on n'applique pas les règles, on a le problème de la Grèce, on a le problème Il les- de tous il les les autres applique- pays et il de les l'Europe. applique avec- Donc il ne faut pas il- critiquer il les quelqu'un applique- il les qui applique- applique les règles. Oh, monsieur Verhofstadt. Les règles. Non, mais Non, c'est vrai. non, monsieur Verhofstadt. C'est vrai. Absolument Deuxièmement, pas. la C'est un ami réalité à est vous. un peu C'est un différente. ami à vous. La réalité est que dans la moitié des pays, ce sont les conservateurs au pouvoir qui, en fait, ont peur d'une vraie réforme de l'Europe. Bien sûr. Et dans l'autre moitié des pays, il y a les socialistes. Et au les pouvoir. libéraux incarneraient Et l'alternative. à Berlin, ils sont tous les deux au pouvoir. Voilà la réalité. Ils Et viennent c'est d'arriver. pourquoi Monsieur- que nous disons que l'alternative pour ça... C'est les libéraux. Là, ouais, vous pouvez participer Alléluia. aussi, les Verts. Moi, Alléluia. j'en ai même pas Alléluia. de problème. Mais J'ai voilà. écrit un livre avec Danny Cohn-Bendit, Eh bien, oui. ensemble, Eh bien, avec Danny. Eh bien, Et bien Danny sûr. Cohn-Bendit, avec moi, je crois qu'on a fait une proposition Bien qui sûr. va dans le sens des États-Unis Faire de plus l'Europe. d'Europe, faire Qui plus va dans d'Europe le pour faire sens les d'une mêmes Europe politiques, ça ne fédérale, sert à rien. une Europe fédérale. Ben oui. Et c'est pas la première fois que je le dis. Soyons sérieux. En 2005-2006, Louis se rappelle bien, j'ai écrit un petit livre, Les États-Unis Ouais, de l'Europe. Et je peux vous dire, j'étais bien vu dans le Conseil européen. Ni dans votre propre famille politique, monsieur Verhofstadt. La je moitié des continue. libéraux Non, ne moi, vous je suivent continue. pas. Oui, La je moitié sais des bien. libéraux ne vous suivent pas. Vous essayez, vous différenciez de moi Mais déjà. on est tout un différents. temps, On est tout un différents. temps. Et c'est difficile. Quand Mais j'ai non. écrit un petit livre avec Danny Non, Cohn-Bendit, absolument ça vous pas. donne des problèmes. Absolument pas. naturellement. Mais Aucun ça fait problème. rien. Ce qui est important, c'est que tous les pro-européens
font la même bataille maintenant. Et Mais commence nous pas... n'avons pas la même- commence nous pas... n'avons pas la même conception des politiques qu'il faut Vous mener en n'avez Europe. pas la même conception. Dany a la même conception. C'est ça qui est important. Une vision Bon, allez, différente de l'Europe. Je vous arrête. Et au fond, Voilà. Sophie Hien, vous, c'est de droite ou de gauche? Dans Stand-up, on est parti du principe que le clivage gauche-droite aujourd'hui ne parlait plus aux citoyens ordinaires. Et que l'urgence aujourd'hui, c'est de construire une fédération européenne. Mais dire que le clivage gauche-droite n'est plus aujourd'hui le plus pertinent, en particulier sur les questions européennes, cela ne veut pas dire être d'accord avec les politiques libérales, néolibérales qui ont été mises en œuvre ces 30 dernières années. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas pour une Europe sociale. On met l'Europe sociale au premier plan dans notre programme. Mais simplement, ça, c'est pas quelque chose qui devrait être de gauche ou de droite. Je suis désolée de le dire, mais la famille socialiste n'a pas réellement porté l'Europe sociale ces 30 dernières années. La famille socialiste, bon, les écolos sous forme de vœux pieux l'ont fait, mais voilà, ils ne se sont peut-être pas battus suffisamment pour le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le citoyen ordinaire, quand on lui parle de gauche ou de droite, il a l'impression que c'est la même chose. Allez, bref Et donc on a réponse de besoin Maria d'aller Arena, au-delà puis de j'en viens ça. à Jean Quatremer qui est sage dans son coin. Tout simplement, moi je réponds. Ouais. Tout simplement, je réponds qu'on est dans un espace démocratique, même si vous le contestez, qui est le Parlement européen. On peut soutenir un certain nombre de propositions et on peut se faire battre. Ça, c'est la démocratie. Quand on a l'impression qu'on a raison, même dans un espace qui est un espace du Parlement européen, qu'on se fait battre et qu'on dit, malgré tout, c'est quand même ça qu'on doit avoir, on conteste la démocratie du Parlement européen. Donc aujourd'hui, on a proposé un certain nombre de nouvelles choses. lois. Comment est-ce que vous appelez un Parlement européen Laissez achever, Madame Arena. On a proposé un certain nombre de rapports, un certain nombre de choses qui n'ont pas pu passer. J'espère que demain, après les élections européennes, la famille socialiste sera la première famille du Parlement européen. J'espère que Martin Schulz sera le président de la Commission européenne. Et on aura alors une force de proposition de gauche à la Commission européenne et une force de proposition de gauche au Parlement européen. Jean Quatremer, vous n'avez pas encore parlé. Alors, quand vous entendez tout ça, vous avez l'impression que l'Europe demain sera différente, qu'elle sera plus proche du citoyen, qu'elle sera plus solidaire? Mais ce qui me surprend dans le débat depuis le début, c'est le côté l'Europe peut détruire, effectivement, comme vient de dire Yann Anthony, est-ce que l'Europe détruit nos emplois? Est-ce que l'Europe c'est l'austérité? Est-ce que l'Europe c'est le chômage? Est-ce qu'on ferait la même émission sur la Belgique? Est-ce que l'Europe, est-ce qu'on dirait la Belgique c'est les impôts? La Belgique c'est l'austérité? Oh oui, on le fait, oui. Non, la NVA le fait justement. Mais sur l'Europe, automatiquement on le fait. Parce qu'on a le même problème en France avec les médias. Et là, je veux dire, moi j'ai un véritable problème avec la façon dont les médias rendent compte de l'Europe. Parce que quand on parle de l'Europe, c'est pour dire qu'elle pose des problèmes. Je suis désolé, il y a des politiques qui posent des problèmes. Et c'est la question politique qui est en jeu. C'est pas l'Europe qui est en jeu. C'est pas l'Europe qui est responsable de la destruction des emplois. Vous croyez qu'il n'y avait pas d'immigration clandestine ou de travail clandestin? Vous croyez qu'en Belgique, il n'y a pas de travail clandestin entre Belges? Je veux dire, il faut quand même être sérieux. La majorité du travail au noir qui viole les règles en Belgique ou en France, c'est d'abord principalement des Belges, des entreprises belges qui emploient des travailleurs belges et qui ne les déclarent pas. Mais ça ne va pas faire avancer le débat européen. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera différent demain? C'est même central. Parce que je suis désolé, quand on accuse, après quand on dit, oui, regardez sur les directives européennes, c'est la libre circulation, c'est les Roumains, c'est les... Eh bien, je suis désolé, on est là pour alimenter l'euroscepticisme. On dit que l'Europe est un problème, alors que la réalité, et c'est pour ça que moi j'approuve beaucoup le mouvement que vient de lancer Sophie, qui est l'Europe, c'est la solution. Je veux dire que dans un monde, aujourd'hui, on pèse 7% de la population, 7%. Dans 20 ans, on sera 5%. On représente 50% des dépenses sociales dans le monde. On a un modèle à défendre. Et qu'est-ce que j'entends depuis tout à l'heure? C'est oui, il y a un problème, il y a des abus, il y a des fraudes. Oui, mais c'est pas facile de faire l'Europe. C'est un combat, c'est vrai. Je veux dire qu'on est 28 pays, on est 500 millions de personnes, c'est pas simple. Et on n'est pas d'accord entre M. Verhofstadt et Mme Arena. C'est pas la même chose. Il y a deux conceptions de la politique. Et donc, quelque part, nous aussi, les médias, on a une responsabilité. Vous savez, en France, par exemple, pour organiser un débat entre les têtes de liste européennes, là, on en a une. On a Guy Verhofstadt qui veut devenir président de la prochaine Commission européenne. Les télévisions refusent d'organiser ce débat avec des étrangers. Parce que vous comprenez, madame, l'Europe, c'est plein d'étrangers. Eh bien oui, il faut l'accepter. Sur 500 millions, vous avez 490 millions d'étrangers. On fait le débat et on s'interroge effectivement pour savoir comment la tête. Là. Voilà, un putsch. Et alors je fais quoi? Vous me renvoyez? Finalement, Dominique, l'enjeu clé de ce scrutin, et la nouveauté, c'est qu'effectivement, les gens, en mettant leur bulletin dans l'urne, parce qu'il va y avoir en gros 40% de participation à travers l'Europe. Depuis 79, ça ne fait que dégringoler. Sauf en Belgique où le vote est obligatoire. Donc il y a quelques pays comme le Luxembourg, etc. Ce serait peut-être pas mal ailleurs. Mais il y a des pays, augmente dans les pays de l'Est, par aussi. exemple, ou vous regardez dans les pays baltes,
en Lettonie, il y a 21% de participation. Je veux dire, c'est catastrophique. Les gens vont à la pêche le dimanche, ils vont pas voter. Mais un des enjeux, ça va être de voter indirectement ou directement, c'est selon, pour le président de la Commission européenne. On dit toujours, la Commission nous impose, etc. Ces bureaucrates, technocrates non élus. Bah, ce coup-ci, ce sera peut-être pas Guy Verhofstadt, ce serait peut-être une bonne chose pour l'Europe que ce soit Guy Verhofstadt. A priori, ça pourrait être Jean-Claude Juncker, donc le luxembourgeois Parti populaire européen, PPE. ou Martin Schulz, l'allemand socialiste. Ouais. On verra. Mais Sauf ça, si le c'est Conseil énorme. européen C'est énorme. décide C'est énorme. d'amener quelqu'un d'autre, ce qui est Là, formellement je possible. vais être très clair là-dessus. Le Parlement ne va jamais accepter que c'est quelqu'un en dehors des candidats qui se sont manifestés maintenant et qui ont participé aux élections. Autrement, on peut fermer le Parlement européen. C'est comme la fin de la sur le démocratie. budget Donc, pluriannuel. on ne va jamais accepter ça. Le Parlement européen s'est déjà tous en même temps. Pas Le tous en Parlement même européen temps. s'est déjà couché par le passé. Quand même, Non, sur mais bien des pas dossiers. sur les mêmes règles. Les règles ont été changées. Là, les choses ont quand même Jean légèrement changé, Quatremer. les choses ont légèrement changé parce qu'il y a le Exactement. président d'un petit pays, qui est la France, qui vient de publier un texte où il dit clairement, c'est la première fois qu'un membre du Conseil européen le dit, que les électeurs vont désigner le président de la Commission européenne. C'est-à-dire que pour François Hollande, il est hors de question qu'on ne prenne pas l'une des têtes de liste. Donc actuellement, il y a la seule personne, le seul autre chef d'État qui ne veut pas, c'est la chancelière allemande, qui commence doucement à se rendre compte qu'il y a une dynamique démocratique qui a été mise en œuvre et qui va sans doute l'accepter. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire... Oui, mais attends. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne vont pas voter, alors là, ça ne s'adresse pas aux Belges parce que le vote est obligatoire, mais les gens qui ne vont pas voter, il ne faudra pas après qu'ils viennent pleurer en disant que l'Europe, elle est libérale, que l'Europe, elle est ceci, elle est cela. Là, ils peuvent choisir celui qui va organiser la Commission. Ils peuvent choisir celui qui va mettre en musique les propositions du Conseil européen. Donc, se déplacer cette fois-ci, c'est pas rien. Et je vous assure que même si le Conseil européen ose ne pas suivre ce que propose le Parlement européen, il y aura une crise majeure en Europe. Mais c'est très bien qu'il y ait une crise majeure, ce sera une crise de démocratie, et ça sera parfait. Voilà un plaidoyer pour aller voter. Philippe Lambert, vous demandiez la parole. Oui, en effet, Vous parce ne que soutenez aucun de ces candidats-là. On a cité, nous avons Martin deux Schulz, on a candidats, cité et en particulier Ska Keller, qui est une jeune Allemande qui, je crois, a fait ses preuves dans des débats déjà avec M. Verhofstadt et d'autres. Et donc, je vous invite à regarder le débat du 15 mai. Mais fondamentalement... Et le français, José Bové. Absolument, Non, absolument. faut le citer, quoi. Absolument. Vous êtes Mais un candidat. allez, genre, bon, on va pas faire de chauvinisme français, mais je voudrais revenir sur quelque chose que Sophie Haine a dit. On a un problème de déficit démocratique colossal en Europe, colossal. Et bien sûr, un processus un petit peu plus participatif de la part du Parlement pour désigner le président de la Commission est bienvenu. C'est une avancée. Mais on ne peut pas nous faire croire que ceci va résoudre fondamentalement le problème de ce déficit démocratique. Et là, on a un Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a un travail très important à faire pour que toutes les décisions de politique socio-économique qui aujourd'hui sont prises dans un huis clos entre la Commission européenne et le gouvernement de chaque État membre, que ces décisions soient soumises à débat et à validation par les parlements, à la fois au niveau national et au niveau européen. Est-ce que vous imaginez que quand la Commission européenne détermine ces grandes lignes de politique économique, c'est-à-dire en fait les présupposés qui vont gouverner à toutes les recommandations qu'elle va faire aux États membres, recommandations qui sont souvent contraignantes, eh bien, elle le fait en établissant un document qui n'est voté nulle part. Nulle part. Autrement dit, entre eux, ils décident qu'on va flexibiliser le marché du travail, qu'on va demander de réduire les impôts, etc. Ou demande-t-il une validation démocratique pour ça? Nulle Donc, part. pour vous, Et donc nous disons... Attendez, donc quelle chose faut faire? Pour vous, il faudra un vrai gouvernement européen. Responsable devant un Parlement européen. Oui, mais par exactement. deux chambres, en fait. Par deux chambres. Dans un État fédéral, et Bien on sûr. doit faire de l'Europe une fédération, on a deux Ouais. chambres. D'abord, Parlement européen, avec encore des compétences élargies. Avec le pouvoir Par de exemple, le pouvoir d'initiative doit être donné Ouais. au Parlement indispensable. européen. Et nous représentons les peuples de l'Europe. Et de l'autre côté, il faut... on peut inventer n'importe quel nom pour ça, une chambre qui représente les États et qui doivent, d'une manière transparente et ouverte, prendre position sur... Et ce sont ces deux-là qui doivent gérer le législatif, le paquet législatif. Exactement. Non, non, c'est pas la même chose. Le Conseil des ministres, Le le Conseil Sénat. des ministres, aujourd'hui, d'abord, ce sont des ministres, ce ne sont pas des élus du peuple de leur pays. Et deuxièmement, ils ont aussi des tâches exécutoires. Ça, il faut éliminer. Ça doit être le gouvernement européen, la Commission européenne, qui a toutes les tâches exécutoires. Et puis, deux instances, un Sénat comme le Sénat américain, qui représente les États, et puis le Parlement européen, qui représente le peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut modifier les traités. Et pour modifier les traités, il faut l'unanimité des gouvernements. Et il faut que les gouvernements soient d'accord entre eux. Parce que l'Europe
insatisfaisante qui existe aujourd'hui, c'est celle des Ça, c'est pas États. pour demain. Oui, mais c'est celle des États. Et alors, on ne peut pas accuser, là, je suis un peu gêné parce que je serais en France, je serais plus à l'aise. On ne peut pas accuser les Belges de ne pas avoir voulu faire plus d'Europe, mieux d'Europe. Là, pour le coup, vraiment, hélas, le débat, je préférais l'avoir avec des Français. Parce qu'il y a des grands États qui bloquent effectivement ces avancées démocratiques, notamment la France, qui ne veut pas d'une modification des traités. Et pourquoi la France ne veut pas d'une modification des traités? Parce qu'il faudrait un référendum, et que demain, il y a un référendum sur l'Europe, ça sera un vote négatif. C'est fichu alors. Voilà. C'est compliqué. Dans les périodes de crise, il faut espérer. Oui, Louis-Michel. Je pense Bien, vous, Marie-Arena. je pense qu'il y a un aspect, je l'avais abordé tantôt, mais il y a un aspect dont on ne parle pas assez, notamment au niveau de la Commission. Je crois que la Commission n'est pas assez politique. Et elle n'est pas assez politique parce que les États ne veulent pas qu'elle soit politique. J'ai dit, par exemple, l'organisation interne de la Commission basée sur des piliers, déjà, ça ferait une grande avancée. Parce que, et il y a un deuxième élément, on en a parlé à un moment donné, je pense il y a 2-3 ans, c'était dans le fond d'imaginer une commission responsable devant un Parlement, mais disposant d'une majorité parlementaire au Parlement européen. Moi, je crois que vous n'aurez pas de visibilité du débat politique. Les citoyens ne sauront pas qui veut quoi en Europe si vous n'avez pas une majorité et une opposition. Aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le système est conçu sur une base plus ou moins consensuelle. Quand on vous entend, vous êtes quasiment tous d'accord. Où chaque grand... Oui, mais c'est ça la vérité. On est en Belgique. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Oui, mais pendant les campagnes européennes. Un compromis. Attendez. Non, Oui. non, Le groupe Spinelli a été créé pour Bien ça. entendu, On a mais le créé groupe un groupe Spinelli, Spinelli qu'est-ce dans qu'il a lequel donc il y a dire 135 parlementaires et qui défendent cette thèse. Mais le groupe On a Voilà, allez, on arrête là. par les logiques partisanes. on est prêt avec une loi fondamentale. Nous demandons une convention. Moi, je crois que c'est le moment, en 2015-2016, d'avoir la convention comme on l'a eu devant la Constitution, et puis d'élaborer cette loi fondamentale dans laquelle ces principes que Jean Quatremer et Louis Michel ont donnés sont mis dedans. C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est Mais pas pour ça, juste sur qu'on cette dit... question-là, il faut on ne peut sortir de pas la politique dire on les classique et de la politique sort partisane. justement au moment des élections. On se bat Le pour groupe ça Spinelli n'a tous pas les donné beaucoup de jours. résultats. Non, mais oui, on a... Attendez, on écoute Marie-Arena qui voudrait parler depuis un moment. Un exemple Oui. qui dément votre position, on a organisé en Belgique, alors pour vous dire, les Belges en général, ils sont assez novateurs. Ouais. On a organisé en Belgique, au Parlement, Chambre, Sénat en Belgique, un lieu qui discute des politiques européennes et où systématiquement les députés européens belges sont invités à venir débattre de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit, et ils le débattent avec le Premier ministre qui, avant chaque conseil et après chaque conseil, vient expliquer les positions qu'il défend. Et nous avons la possibilité de mettre en réserve un certain nombre de choses. On le fait par rapport aux recommandations de la Commission. On a dit on n'est pas d'accord avec les recommandations de la Commission, on n'est pas d'accord sur le fait que ce gouvernement les suive. Eh bien, le gouvernement n'a pas suivi les recommandations de la Commission. Et donc, il y a un lieu qui est créé en Belgique qui permet d'avoir ces échanges et surtout de rapprocher les parlements. On l'a dit tout à l'heure, trop Vous voulez souvent... dire qu'ils vont faire ça ailleurs aussi? Bien sûr, trop souvent, les parlementaires nationaux ont tendance à reporter la faute sur les parlementaires européens. Ouais. Eh bien, on a mis en place un système qui permet de ne pas faire ça et au contraire d'adhérer à un certain nombre de processus de décision qui sont pris au niveau de l'Europe. Je pense que c'est vraiment des choses qui permettent de rapprocher les différents niveaux. Je voudrais revenir à vous, Sofiane, brièvement. Dans votre projet, vous voulez que la défense, par exemple, soit européenne, la politique étrangère soit européenne, la fiscalité soit européenne. Moi, je me demandais dans quelle mesure ce n'était pas du pain béni pour la NVA, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'État fédéral, non? Non, c'est vrai qu'à terme, la Fédération européenne mettrait fin aux souverainetés nationales. Mais ça, ce serait le projet de long terme. Ah La oui, souveraineté, si elle est morcelée, régionale, si elle est tout va bien. fragmentée, elle n'existe plus. Donc, pour récupérer de la souveraineté aujourd'hui, ce qui est nécessaire si on veut mettre en œuvre des politiques efficaces dans l'intérêt du citoyen, on a besoin d'une souveraineté européenne. Ce qui veut dire, en effet, d'accepter que les souverainetés nationales, qui sont déjà, on peut le dire, quasiment inexistantes, à un moment donné disparaissent. Mais en Belgique, ça ne c'est veut pas très dire qu'il y aurait des... particulier. En Belgique, c'est déjà quasiment le cas. De Ouais. toute façon. Claude Rollin. Si nous ne décidons pas plus ensemble comme Européens, nous ne déciderons plus. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et l'Europe se trouve vraiment... Aujourd'hui, nous sommes à un moment qui est un moment charnière dans l'histoire de la construction européenne. Soit nous arrivons à avancer sur du projet et à nous mettre d'accord sur des projets qui donnent de l'avenir aux gens, soit nous allons vers une forme de recul en arrière, de régression, y compris de régression démocratique, qui donneront à ce moment-là tout le champ libre au populisme de tout ordre que ce soit. Et donc c'est un véritable enjeu. Il y a une responsabilité fondamentale aujourd'hui du politique de relever
ce défi d'aller en avant et de donner une vision qui porte l'avenir pour les gens. Il y a 3 élections. On a l'impression que c'est les régionales, les fédérales et les européennes. Oui, c'est le 3e scrutin dont on se fiche un peu. Alors que normalement, c'est le plus important. C'est celui qui a le plus de Ce pouvoir. sera notre dernier débat avant les élections. Quand il y a Ce sera donc le le premier. vote électronique, C'est le ça premier. commence avec quoi? L'Europe. Avec L'Europe est le l'élection premier. européenne. Oui, Ah, d'accord. mais dans Voilà. la campagne, malheureusement, l'Europe n'est pas mise à la Ouais, ouais. Chaque Alors, électeur il peut nous reste Ça plus dépend beaucoup de des temps. On met quand même les... Enfin, je veux dire, dans une série de dépend des partis, partis. dont le mien, mais ce n'est pas le seul, nous avons intégré dans la campagne politique et dans l'expression de nos programmes politiques l'articulation entre les enjeux régionaux, les enjeux fédéraux et les enjeux européens. Parce que l'un et l'autre sont intimement liés. Séparer les choses, c'est une priorité absurde. aujourd'hui. Changer l'Europe, c'est ça la priorité. Moi, je vais revenir à votre question parce que là, par exemple, mon journal m'a demandé d'écrire un papier sur la Belgique et la campagne des européennes. Et alors, j'étais très embêté parce que il n'y a pas de désaccords fondamentaux entre les partis, à part le Vlaams Belang, mais comme c'est un parti raciste, etc. Oui. Donc, de toute façon, Bon, il est à part. il y a un Mais cordon il n'y a pas de sanitaire, là. désaccord. Et je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de désaccord en fait entre les partis belges. Pourquoi, au fond, la Belgique a toujours été ce bon élève de l'Europe? Peut-être parce qu'aussi, l'Europe, justement, c'est un des moyens de résoudre les contradictions belges. On sait très bien qu'entre la Flandre et la francophonie, au sens là, Bruxelles et la Wallonie, il y a des tensions. Et que, finalement, vider l'État fédéral de ses compétences vers le haut, ça fait Ça le arrange jeu. peut-être tout le monde. Voilà, ça fait le jeu des je termine juste. Ça fait le jeu des flamingants. Et en même temps, on leur dit, vous savez, mais rassurez-vous, parce qu'il y a aux francophones, rassurez-vous, même si la Belgique disparaît, il restera l'Europe. Voilà, parapluie donc il y a un filet de européen. sécurité. Donc Oui. je me demande, mais c'est une question, je n'en sais rien, mais je me demande si le projet européen, ça peut pas porté par les Belges, parce que c'est un moyen de résoudre la Belgique. Bon, allez, Ou on de dissoudre. Non, ce n'est pas ça. Vous aurez peut-être les réponses après le débat. Une dernière chose. Autant de guerres et autant de luttes sur notre territoire, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, qu'on en a marre de ces grands États en Europe qui s'entretuent. C'est pour ça qu'on aime l'Europe, parce qu'on aime la paix, Jean. C'est pour ça qu'on aime l'Europe. Allez, une dernière chose, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, cœur mais du non. projet. Le Ce sont des 26 mai, politologues, ils pensent. 26 mai, vous allez peut-être vous réveiller avec la gueule de bois, quand même, si je puis dire, avec les nationalistes, avec les eurosceptiques qu'on annonce quasiment à 30%. Claude Rollin, qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là qui ne veulent plus de cette Europe? Comment faire face à ces mouvements nationalistes? Clairement, je leur dis je dis qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent parce que peut-être ils partent d'une série d'imperfections européennes, mais qui posent très mal le problème et encore plus mal les solutions. Si nous voulons demain exister, répondre aux problèmes sociaux, répondre aux problèmes de l'emploi, faire reculer le chômage, redynamiser notre économie, nous ne le ferons qu'en avançant en termes d'Européens. Je pense qu'il faut vraiment voir l'avenir, avoir confiance dans l'avenir, et nous avons un rôle comme politique. Je pense que le politique doit être d'une part ambitieux en termes de vision, mais en même temps modeste. Et je pense qu'il y a un rôle fondamental que nous devons avoir, c'est avoir la capacité aussi d'écouter les acteurs de terrain. Je pense aux chefs d'entreprise, je pense aux représentants syndicaux, je pense à la société civile. C'est essentiel d'articuler ces deux éléments. Vision, mais écoute des acteurs de terrain. Il nous reste 45 secondes. Est-ce que vous savez qu'il faut prendre la vision historique simplement? Depuis la première élection du Parlement européen au suffrage universel en 79 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu entre 13 et 20% de souverainistes et de nationalistes en permanence au Parlement. Donc en 84, vous voulez dire que ce n'est pas une menace? non, pour il y aura l'Europe juste demain 5 points de plus peut-être. Mais vous vous rendez compte qu'on vient de traverser la plus grave crise économique de notre histoire depuis 1929. 1929, ça s'est terminé avec la Seconde Guerre mondiale et des partis fascistes et nazis au pouvoir. Là, ça sera 25% de nationalistes. On s'en remettra. Bon, j'espère que vous aurez raison et c'est vous qui aurez eu les deux derniers mots. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir participé à ce débat. La campagne continue, bien entendu, dans nos journaux, mais aussi à travers nos rendez-vous, dont La Voix des Belges. C'est tous les soirs de cette semaine à 19h45. Vendredi, c'est le grand débat des présidents. Et puis moi, je vous retrouve pour une émission spéciale dimanche prochain à partir de 11h. Aux urnes citoyens, c'est le titre de cette émission spéciale, de 11h à 13h avec des journalistes politiques, des chroniqueurs, et puis les premiers échos, évidemment, de cette journée capitale pour l'avenir du pays et de l'Europe. Bon après-midi, à la semaine prochaine, au revoir.